Bonjour à tous. Alors en attendant ma première vidéo critique qui traîne, je suis vraiment désolée. Je me suis dit que peut-être je pourrais vous faire un top 15 de mes livres préférés. Alors par livre, j'entends les romans et les pièces de théâtre. Alors j'ai pas compté la poésie, donc vous allez me dire un recueil de poésie c'est un livre aussi, mais la poésie c'est un genre littéraire assez spécial, donc si je devais faire un truc là-dessus ça serait dans une vidéo à part. Donc là en fait c'est surtout des romans, pour vous dire la vérité il n'y a qu'une seule pièce de théâtre. J'ai regroupé donc mes 15 livres préférés, enfin ce que j'ai jugé être mes 15 livres préférés, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile de choisir 15 bouquins qu'on aime plus que les autres, enfin c'est quelque chose de pas simple. Voilà, alors donc pour commencer, oui donc j'ai pas vraiment d'ordre spécial, hein, je vais vous les montrer au hasard, c'est pas petit 1, petit 2, petit 3 dans l'ordre des préférences, non, je vais les prendre comme ça me vient sous la main. Alors pour commencer en premier, Stendhal, donc Le Rouge et le Noir. Alors j'adore ce roman, en fait je l'ai lu au cours de mon année de première parce que c'était un classique et que je me suis dit que j'avais besoin de l'avoir lu dans ma vie. De toute façon tout le monde en parle, Le Rouge et le Noir. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que j'avais plutôt peur de m'attaquer à ça, donc c'est pas forcément un gros livre, mais bon... j'avais entendu dire que c'était pas un des romans les plus passionnants de la littérature française, si on peut dire. Et donc j'avais plutôt peur en m'attaquant à ça et finalement j'ai été vachement surprise parce que ça m'a énormément plu. Pendant vraiment les trois quarts du livre, j'ai dû les lire en quoi en 2 jours, je pouvais vraiment pas lâcher le bouquin, j'étais fan. L'écriture est super, c'est réaliste mais il y a quand même des petits passages romantiques et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors en fait, c'est l'histoire de Julien Sorel. Donc tout le monde connaît le nom de Julien Sorel, je pense. Qui est en fait un fils d'ouvrier, en tout cas, qui est totalement passionné par un livre qui s'appelle Le Mémorial de Sainte-Hélène. Et de Napoléon aussi, par conséquent. Et en fait, son père le bat, le maltraite et s'oppose totalement au fait qu'il aime lire. Et, euh, et finit par limite le virer de chez lui jusqu'à ce qu'il trouve une place chez monsieur et madame de Rênal. Et à partir de là, il va commencer à donner un peu comme Bellamy tout ce qu'il a dans le ventre pour pouvoir grimper les échelons de la société le plus vite possible. Et il va notamment tomber amoureux de madame de Rênal, donc je vous en dis pas plus. Donc vraiment, je vous incite à le lire, c'est un super super bouquin, même s'il y a quelques longueurs vers la fin qui m'ont ralenti un peu dans la lecture. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Voilà. Ensuite, Odile de Raymond Queneau. Alors ça aussi c'était une énorme surprise pour moi parce que Raymond Queneau aussi j'avais des préjugés sur cet auteur-là. Et en fait je l'ai lu l'année qui vient de s'achever, là en première L donc. Et c'était ouais, une révélation, une véritable surprise ça aussi. Mais j'ai dû le lire plusieurs fois quand même avant de l'aimer vraiment et de pouvoir le compter parmi mes préférés parce que c'est assez lent en fait. C'est pas vraiment un livre trépidant, même pas du tout en fait. Mais l'écriture est sublime en fait, très poétique. Queneau est vraiment c'est mi de la poésie, du roman en fait. C'est un petit mix des deux. On trouve des alexandrins dissimulés dans de la prose. En tout cas, pour vous parler de l'histoire, c'est l'histoire de... j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà Ah mince, super. Bon, ça commence bien. Roland Travy, voilà. Excusez-moi. Donc c'est l'histoire de Roland Travy en fait qui est passionné par les mathématiques et qui se dit mathématicien et qui revient de la guerre dans les pays du Maghreb. Donc ça commence dans la route qui va de Bougelou à Bab-Fétou. Et il arrive à Paris et en fait il intègre un groupe
de personnalités littéraires. Donc en fait c'est une représentation du groupe surréaliste d'André Breton. Et à partir de là, il va rencontrer une demoiselle qui s'appelle Odile, donc roman éponyme. Et, euh, et ça va être toute comment dire, son évolution personnelle en fait au milieu de ce groupe-là, dans Paris, en fréquentant cette femme, Odile. Et il va apprendre énormément sur lui-même et peut-être découvrir que son monde est fait d'illusions. En fait, voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous conseille vraiment de le lire. Même si la première lecture, ça peut paraître vraiment un livre étrange, franchement, ça se lit facilement. L'écriture est simple et vraiment, vraiment, c'est un super bouquin. Voilà. Donc ensuite, Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Alors en fait, ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais en 6e. Et pour être honnête avec vous, c'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois. Parce que moi, j'aime pas vraiment lire plusieurs fois des livres. Et c'est le seul que j'ai lu plusieurs fois. J'ai dû le lire peut-être 5 fois. Et 5 fois, j'ai pleuré en fait. Ce livre est super émouvant. Et en fait, c'est l'histoire de Zézé. Qui est un jeune enfant battu aussi dans sa famille et qui un jour va planter un petit oranger dans le jardin de sa nouvelle maison et qui va entretenir une relation avec lui en fait en lui parlant. Et un jour, en allant à l'école et en s'accrochant derrière une petite voiture, parce qu'en fait ce garçon fait plein de petites bêtises, normal il est jeune, il va faire la connaissance d'un monsieur dont je suis désolée j'ai oublié le nom. Et à partir de là, une vraie histoire d'amitié va se créer entre eux jusqu'au drame. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous le conseille énormément. Pareil, l'écriture est facile. C'est très 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 émouvant. Vraiment, j'ai pleuré à chaque fois. Et vraiment sans hésiter, c'est un de mes livres favoris. Voilà. Alors ensuite, Au bonheur des dames de Zola. Donc ça aussi, hein, c'est un classique de chez Classique. Ce livre, je l'aime parce que déjà c'est le premier Zola que j'ai lu. Et c'est grâce à ce livre que j'ai découvert Zola, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Et donc l'écriture est pareil, est très belle, plutôt accessible. Euh, L'histoire est très jolie aussi en fait. Et contrairement aux autres Zola, elle est super... Enfin, elle est plutôt positive en fait. Et donc en fait c'est l'histoire de Thérèse qui arrive à Paris et qui va finir vendeuse au Bonheur des Dames, qui est une boutique de vêtements, et qui va être sujet à des moqueries et des humiliations par jalousie. Euh, des femmes qui vivent avec elle dans cette boutique et elle va s'attacher à monsieur Mouret qui est le directeur de cette boutique et je ne vous en dis pas plus. Donc oui, je vous le conseille, hein, de toute façon classique de chez classique, hein, c'est toujours bien d'avoir lu des grands textes comme ça dont de toute façon on ne peut pas vraiment échapper. Mais c'est un très beau roman, plutôt optimiste et ouais, je vous le conseille. Voilà. Pour continuer sur la lignée des Zola, Thérèse Raquin, qui est lui aussi un de mes préférés de Zola et qui est super noir en fait, mais j'adore les romans noirs pour vous dire la vérité. Il est très noir, mais alors l'histoire est d'une puissance. En fait, c'est l'histoire de Thérèse qui va se retrouver à être contrainte à épouser Camille, qui est en fait son cousin et qui est un homme maladif et chétif, qui est plutôt représenté comme étant presque enfantin dans le livre et elle va pas du tout s'épanouir dans son mariage jusqu'à ce qu'elle rencontre Laurent. Et avec lui, elle va découvrir le plaisir sexuel et le plaisir de l'amour aussi. Et j'ai pas vraiment envie de vous dévoiler l'intrigue, même si c'est pas exactement ça l'intrigue. Bon, en tout cas, je vous dis qu'ils décident un jour de vouloir vivre leur amour aux yeux de tous. Et quels moyens vont-ils
choisir pour ce faire, sachant que ça se passe au 19e siècle et que c'était pas vraiment possible pour eux de vivre leur amour au grand jour, puisque Thérèse est déjà mariée à Camille. Voilà, donc vraiment c'est un super beau roman, donc il est pas très long, hein, un peu moins de 300 pages, et très très beau, très très noir, mais vraiment passionnant. C'est pareil, je l'ai lu en quelques jours, ça se lit tout seul, c'est vraiment une super lecture. Voilà. Alors ensuite, Germier la Certeux de Jules et Edmond de Goncourt. En fait, ce bouquin, quand on me demande quel est ton livre préféré, en général, je réponds bah, je peux pas répondre, c'est trop dur de répondre à cette question. Mais c'est vrai que dans ma tête, je pense à ce roman-là, qui est vraiment pas gros non plus, et qui est d'une beauté, d'une grandeur. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne lise pas assez les frères Goncourt, parce que sur le coup, ils ont plutôt mal vieilli. Mais en fait, les frères Goncourt sont la source d'inspiration d'Émile Zola pour beaucoup de ses livres et de beaucoup d'autres dont on connaît par cœur les noms aujourd'hui. Et ce roman est d'une beauté inouïe. En fait, c'est l'histoire de Germinie Lacerteux, qui est une fille du peuple. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment une intrigue principale. C'est tous les malheurs, tous les mauvais coups de la vie qui lui arrivent tout au long de sa vie. Elle va être victime de tellement d'injustices, elle va tellement souffrir que en fait elle va super mal finir. Mais vraiment, ça aussi c'est glauque, c'est noir, mais alors c'est super beau. Bon, c'est pas le meilleur résumé que je puisse faire, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de faire des résumés sans dévoiler l'intrigue du livre. Donc vraiment, je vous le conseille, je vous le conseille, je vous incite même à le lire. Super, super, super lecture. Ensuite, Les Confessions d'un enfant du siècle de Alfred de Musset. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que des classiques, hein, mais moi je ne lis presque que des classiques, donc voilà, petite parenthèse. Donc ce livre-là est lui aussi merveilleusement magnifique. Et en fait, c'est autobiographique, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est l'histoire de Octave qui va se faire tromper par sa maîtresse qui l'aime énormément et qui va tomber dans la débauche et dans ce qu'il appelle le mal du siècle jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qui va lui redonner goût à la vie et à l'amour, mais trahi, blessé et victime de cette maladie du siècle, on va dire. Il ne va rien pouvoir faire d'autre que se détruire en la détruisant elle-même. Voilà, donc je vous le conseille, c'est sublime, très très beau. La plume de Musset est vraiment très très fluide et c'est une des pièces maîtresses du romantisme qui moi est mon mouvement littéraire préféré. Et vraiment, vraiment, je vous le conseille vivement. Lui aussi, c'est vraiment une lecture agréable. C'est pas ce qu'il y a de plus gai non plus, mais c'est vraiment une sublime écriture qu'a Musset. C'est vraiment un très très beau chef-d'œuvre. Voilà. Alors ensuite, pour la seule et unique pièce de théâtre, parce que je ne suis pas très théâtre pour vous dire la vérité, je suis plutôt roman. Ubu-Roi de Alfred Jarry. Alors ça. Je vais sortir du registre glauque pour rentrer dans le registre du grotesque. Mais c'est drôle, c'est super drôle. Vraiment, je suis pas une personne qui rigole particulièrement quand elle lit. Ça m'arrive jamais, pour être honnête. Mais alors, Ubu-Roi, j'ai ri. Je me suis pas bidonnée, mais j'ai ri. Parce que c'est vraiment très très drôle. Vraiment, c'est avec une... Jarry, donc déjà Jarry a écrit ça super jeune, il devait avoir quoi? Il devait avoir 16-17 ans, hein, des trucs comme ça, peut-être un petit peu plus, je suis pas sûre de moi. Et il a une plume d'une cruauté, mais alors, c'est très fin, c'est très juste. Bon alors pour faire un petit résumé, en fait c'est un peu comme une réécriture de Macbeth. C'est l'histoire du père Ubu qui vit avec la mère Ubu.
et qui lui n'est pas particulièrement emballé par l'idée d'être roi. À vrai dire, il n'y pense pas particulièrement, mais la mère Ubu, elle veut absolument qu'il soit roi et elle va le pousser à tuer le roi pour prendre sa place. Ce qu'il va finir par faire. Et il va en fait, j'en ris encore, il va en fait se révéler être un véritable tyran. Alors qu'au début, il était plutôt le genre de roi à jeter des pièces partout pour le peuple. Et en fait, il va se révéler être un véritable tyran avec les nobles. Et avoir le cœur sur la main avec les pauvres. Même si ça va pas rester aussi schématique que ça tout au long de la pièce. En tout cas, c'est très drôle ce qu'il va leur infliger. Je vous le dis pas justement pour vous mettre l'eau à la bouche parce qu'il faut que vous lisiez ça. C'est vraiment très 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 drôle. Et au final, il décide d'assassiner toute la famille du roi. Mais la femme du roi et son fils réussissent à s'enfuir et décident de se venger du père Ubu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors vraiment, c'est une lecture que je vous conseille très 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 vivement. C'est très drôle, c'est très beau aussi. Et c'est le genre de lecture qu'on choisit quand il pleut dehors, comme actuellement d'ailleurs. Et ouais, non, vraiment, pour se changer les idées, pour rire. Voilà, c'est une super pièce de théâtre. Ensuite, alors il y en a peut-être qui vont pas comprendre du tout, mais Candide de Voltaire. Alors en fait, j'adore Voltaire. Je l'ai découvert en seconde, comme beaucoup de personnes en fait, et j'adore cet écrivain. Alors c'est vrai que humainement, pour être honnête, c'était un véritable connard, mais ses écrits sont juste superbes. Vraiment, vraiment, je trouve qu'il a une plume déjà d'une force et d'une cruauté, c'est-à-dire que Voltaire, il mâche pas ses mots. Hein. Il y va franco, lui, c'est comme ça et pas autrement. Mais alors, il choisit vraiment des super thèmes. Bon, alors Candide, franchement, pour être honnête, je vous épargne le résumé parce que tout le monde connaît Candide. Tout le monde a lu Candide. Tout le monde connaît la célébrissime phrase tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc je vous fais quand même un petit résumé histoire 2. Alors en fait c'est l'histoire de Candide qui a été élevé dans la naïveté par son maître et qui découvre en fait que le monde est cruel et que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles finalement. Et c'est tout son parcours en fait pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce qu'a voulu lui enseigner ce mentor et est-ce qu'il se trompait ou pas. Voilà, donc bon, tout le monde connaît Candide. Voilà, je m'attarde pas dessus, mais en tout cas, super lecture. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ensuite, donc je reviens sur Zola. L'Assommoir. Alors lui qui est vraiment extrêmement noir, mais d'une noirceur, mais très très noir, mais alors vraiment, vraiment très très beau. C'est l'histoire de Gervaise qui, non satisfaite d'un premier mariage avec un homme qui la bat et qui boit, va épouser un homme qu'il aime et qu'elle aime et qui est très droit et très juste par rapport à son ancien mari jusqu'au jour où il se blesse et est obligé de rester alité pendant un laps de temps plutôt long et qu'il va perdre goût à la vie. Et il y a une mouche qui me gêne, excusez-moi. Et se réfugier dans l'alcool qu'il va aller consommer dans un bar qui s'appelle l'Assommoir. Et à partir de ce moment-là, c'est la descente aux enfers pour Gervaise et son mari. Je vous en dis pas plus, alors c'est vrai que c'est un classique de chez Classique aussi, donc je pense que nombre d'entre vous l'auront lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui auraient envie d'essayer du Zola, s'ils n'ont pas lu du Zola et qu'ils aient envie d'essayer, commencez par l'Assommoir parce que vraiment ça donne envie de lire tout Zola tellement c'est bien. Voilà, pas grand chose à dire de plus, à part que ouais c'est assez accessible, l'écriture est pas compliquée. C'est vraiment un très très bon roman que j'aime énormément et qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps lui aussi. Voilà. Ensuite, excusez-moi, mon petit chouchou Victor Hugo. Alors lui c'est mon écrivain préféré. Et Les Travailleurs de la mer, c'est
le troisième roman que j'ai lu de lui. Ça parle en fait, c'est l'histoire de Gilliatt qui vit, je crois que ça se passe oui, ça se passe à Guernesey et qui est très introverti en fait, pas du tout ouvert aux autres. Et un jour, un loup de mer dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, en fait a vu son amour de bateau, la Durande, faire naufrage en plein milieu de la mer entre deux rocs dont j'ai oublié le nom aussi, je suis vraiment désolée. Mais avec tous les romans que j'ai lus, franchement j'oublie les détails de ce genre. Et il va décider de risquer sa vie pour aller sauver ce bateau, car en fait il veut obtenir la main de la pupille de ce capitaine-là. Voilà, donc super lecture, mais assez difficile en fait, compliquée, parce que il y a énormément de termes techniques sur la mer. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où on n'a qu'une seule envie, c'est de tourner les pages sans les lire et de survoler, parce que il y a certains chapitres ne sont pas accessibles si on n'a pas une bonne connaissance du vocabulaire de la mer, et c'est vrai que ça vous tombe dessus et c'est un peu pénible. Mais je veux dire, dans la globalité, c'est un roman d'une beauté immesurable, une fois de plus. L'écriture est juste, pour moi, la plus belle façon d'écrire de toute la littérature, du monde entier, de tous les temps. Et cette poésie, cette prose d'une finesse, d'une beauté, mais ça vous met des claques quoi. À la fin de chaque chapitre, vous vous prenez une claque. C'est impressionnant. Victor Hugo est un écrivain impressionnant. Alors voilà, je vous conseille très vivement de lire du Hugo. Et je ne vous conseille pas de commencer par Les Travailleurs de la mer. Je pense qu'il faut vraiment être un passionné de Victor Hugo pour pouvoir vraiment apprécier ce livre-là. Et pas commencer par celui-là pour débuter du Hugo en tout cas. Voilà, mais en tout cas, sinon, s'il y a des fans de Hugo qui l'ont pas lu, vraiment, lisez-le, 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 lisez-le. Voilà, c'est un sublime roman. Ensuite, petite découverte de cet été, qui m'a énormément surprise elle aussi parce que je n'y attendais pas. Les enfants terribles de Jean Cocteau. Alors déjà, je savais pas du tout que Les enfants terribles c'était de Cocteau. Et j'ai été vachement surprise parce que c'est un super petit livre. Donc vous voyez, c'est vraiment pas long. Hein. C'est quoi c'est même pas 150 pages. Ça se lit tout seul. Et c'est une histoire très belle en fait. Et qui a une fin dramatique elle aussi. Et qui commence plutôt naïvement pourtant. Alors je vais vous raconter le début. En fait, c'est un petit enfant qui s'appelle Paul et qui est totalement en admiration devant le coq du collège, comme dit Cocteau, qui s'appelle Dargelos. Et en fait, un jour, il va se prendre une boule de neige en pleine poitrine de Dargelos et en fait, il y aura une pierre à l'intérieur de cette boule de neige, ce qui fait qu'il va être obligé de rester chez lui alité parce qu'il va en être blessé auprès de sa sœur avec qui il a une relation très particulière. Et en fait, à partir de là, il y a deux personnages qui vont arriver. C'est Gérard qui est un ami de Paul et Agathe qui est une amie de sa sœur qui s'appelle Elisabeth. Et en fait, c'est tout un récit sur comment ces deux frères et sœurs vont se détruire en fait, malgré le fait qu'ils s'aiment plus que tout. La fin est bouleversante, mais totalement magnifique. Alors j'avais jamais lu du Cocteau, mais alors ça me donne envie de lire tous ces bouquins. Alors vraiment, je vous le conseille, Les enfants terribles, ça se lit en une journée. Et c'est très 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 beau, l'écriture est très simple. Vraiment, je vous le conseille. Alors ensuite, pour reprendre du Hugo, L'homme qui rit de Victor Hugo. Alors lui, c'est le premier Hugo que j'ai lu. J'ai eu envie de le lire tout simplement parce que j'avais vu la bande-annonce et que je me suis dit au cinéma, parce qu'il y a quelques années, il est sorti en film d'ailleurs, il est totalement naze, je vous le conseille pas du tout. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire du Hugo? Parce que Hugo, c'est quand même un sacré auteur français. Et puis, Victor Hugo, c'est Victor Hugo, quoi. Et en fait, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse avec ce livre de Victor Hugo. Si vous voulez, c'est le point de départ de mon amour absolu de Victor Hugo. Mais quand je vous dis que ce livre est d'une force, d'une puissance, d'une beauté, mais impressionnante, vraiment, je ne mâche pas mes mots, hein, je vous assure, ce livre est
incroyablement beau. On le lâche pas, on s'ennuie pas une seule seconde. Je trouve même pas les mots, c'est d'une beauté, mais en fait indéfinissable. Et donc pour vous faire un résumé, en fait c'est l'histoire de Gwynplaine qui a été enlevé pendant qu'il était bébé par ce qu'on appelle les comprachicos, qui sont en fait, si on veut, des dealers d'enfants mutilés. Voilà. Et en fait, ils lui ont fendu la bouche comme ça jusqu'aux oreilles. Et enfin, ils l'ont totalement défiguré en fait, donc il est super laid. Et il va être recueilli par Ursus. Et il va trouver notamment sur son chemin pour rejoindre Ursus Dea, un bébé, dont il va être amoureux et elle aussi. D'ailleurs, ils vont vivre un amour passionné. En fait, Dea est aveugle, donc elle est la seule à ne pas pouvoir voir son visage. Et il va devenir en fait acteur dans le théâtre d'Ursus. Et il va avoir un véritable succès parce que en fait, son visage provoque le rire. Et jusqu'au jour où il va arriver dans la noblesse anglaise en fait, chez les pairs. Et là, il va découvrir toutes les injustices sociales, les inégalités entre deux classes qui sont en fait deux extrêmes. Et il va prendre la parole pour le peuple. Mais les nobles n'ont pas l'intention de le laisser faire, ni de le laisser retrouver sa famille. Voilà. Ce roman est juste un des plus beaux du monde. Voilà, lisez-le, lisez-le. Si vous devez démarrer par du Hugo, franchement, je vous conseille soit L'Homme qui rit, soit, je fais un petit enchaînement assez sympa, Notre-Dame de Paris. Alors voilà, c'est une super belle petite édition, c'est les éditions du collectionneur que vous pouvez trouver dans les Leclerc Culture tout simplement. Donc avec, je sais pas si vous voyez la tranche dorée. Donc soit vous commencez par L'Homme qui rit, soit par Notre-Dame de Paris qui est un roman époustouflant lui aussi, donc que tout le monde connaît, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur le résumé non plus. Surtout que c'est vachement difficile de faire un résumé des livres d'Hugo. Quasimodo a été recueilli par Claude Frollo dans son enfance alors qu'il était totalement déformé. Claude Frollo, lui, est un prêtre aigri, on peut dire ça comme ça, je sais pas trop si on peut dire ça, mais en tout cas totalement renfermé sur lui-même et totalement enfermé dans ses principes religieux, qui va tomber fou amoureux de la Esmeralda et il va être prêt à tout pour qu'elle l'aime, mais vraiment à tout, même à avoir un cœur de pierre. Et en fait il va être la figure du prêtre corrompu et Quasimodo va se retrouver en fait celui qui n'est pas réellement le monstre, celui qui ne peut être aimé mais celui qui aime. Esmeralda, je trouve qu'elle est particulièrement niaise dans ce roman. Moi personnellement elle m'a beaucoup énervée. Et Phébus, le connard de libertin qui va profiter d'elle. En tout cas, super beau roman. Honnêtement, j'ai du mal vraiment à vous faire un résumé parce que ça se lit en fait. C'est trop dur de faire un résumé. Il faut le lire, mais vraiment, je vous conseille vraiment très vivement. Je vous incite à le lire. Je vous force même. Non, je plaisante. Mais vraiment, je vous incite à le lire très vivement. Sublime roman, une prose, une fois de plus, d'une beauté immesurable. Du Hugo, du pur Hugo. Merci Hugo. Voilà. Et ensuite, pour le dernier, nous terminons toujours avec mon cher Hugo, avec Les Misérables. Alors Les Misérables, c'est un sacré pavé. J'ai mis, pour vous dire la vérité, 4 mois pour le lire. Voilà, donc c'est très très gros, comme vous pouvez le voir. Hein, ça fait à peu près la largeur de ma tête. Mais vraiment, 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 ça vaut le tour. Vraiment. C'est d'une beauté, mais enfin, je me répète en fait à chaque fois que je dois parler de Hugo, mais je sais pas quoi dire de plus à part que c'est beau, parce que en fait c'est beau, mais c'est incroyablement fort déjà, parce que c'est une sacrée prise de position politique quand même de la part de Victor Hugo, qui prend totalement le parti du peuple en fait, et qui c'est c'est un faire-valoir du peuple, et c'est Jean Valjean, c'est le plus beau personnage de la littérature mondiale. Voilà.
Et je pense que beaucoup de personnes l'approuveront, vraiment, pour être honnête. C'est un des plus grands romans du monde, de toute façon, elle est considérée comme telle. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais vraiment, une fois qu'on est lancé dedans, en fait, on peut plus s'arrêter parce que si on ne termine pas, on aura un très mauvais sentiment de, qui nous manque quelque chose, en fait. Il faut le terminer. La fin est bouleversante. Donc, pour vous faire un résumé, c'est l'histoire de Jean Valjean qui a été envoyé au bagne pour avoir volé un pain et pour avoir essayé de s'enfuir plusieurs fois et qui finalement ressort en étant totalement rejeté de la société. Et grâce à Monseigneur Bienvenu, alors là j'ai retenu tous les noms, hein, il va réussir à devenir quelqu'un de bien, à se donner un faux nom et aimer une nouvelle place dans la société et à aider son prochain jusqu'au jour où il se lui-même en fait il se dénonce parce que quelqu'un risque d'être accusé à sa place et à partir de là c'est toute l'histoire d'une escapade. Après il va aller chez les Thénardier recueillir Cosette, enfin tout le monde connaît l'histoire des Misérables, c'est pareil, j'ai pas vraiment besoin de vous faire un résumé, mais si on l'a pas lu on peut pas savoir ce que c'est Les Misérables. Et il faut savoir ce que c'est Les Misérables dans sa vie. Franchement, vraiment, pour avoir une totale vision du monde, enfin, il faut avoir lu Les Misérables. C'est obligatoire, ça devrait être obligatoire, vraiment. Et puis de toute façon, c'est si beau que c'est même pas une contrainte. C'est même pour ceux qui aiment pas lire. Je suis sûre que même ceux qui n'aiment pas lire aimeraient Les Misérables. C'est le plus beau roman du monde. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, je suis tout en mesure, voilà. Donc j'ai essayé de vous faire une petite présentation au mieux que j'ai pu. Je vais vous mettre la petite liste des livres dans la barre d'infos. Et surtout si vous avez des questions, si vous trouvez qu'il y a des points que j'ai vraiment pas assez détaillés, et ça je veux bien vous croire, vous me laissez un petit commentaire, je vous y répondrai. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a permis de me replonger un peu dans mes souvenirs de lecture et c'est pas vraiment souvent que j'ai l'occasion de le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces bouquins-là. Bon, vu le temps de la vidéo, je vais pas vous faire de lecture, hein. Je vous laisse la faire tout seul. En tout cas, vraiment, tous ces romans-là, je vous incite à les lire, pardon, ils valent le coup, vraiment. Et je vous dis à bientôt pour ma première critique. Je vous promets, je fais de mon mieux. Arrivera le plus vite possible. Et puis je vous fais un gros bisou. Et puis salut à tous. Voilà, à la prochaine.